Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des manifestations que réclament réellement les manifestants. C'est notre interrogation. Vous le savez, depuis ce jeudi, le Togo vit au rythme de nouvelles manifestations à l'appel, finalement, non seulement des acteurs sur les réseaux sociaux, mais aussi des partis politiques qui ont annoncé leur soutien au mouvement. On a parlé des manifestations de la journée du 26. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les réclamations réelles de ces manifestants. Nous en parlons avec nos invités. Vous savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Chers invités, la parole est à vous. D'accord. Donatien peut commencer. Je me jette à l'eau, mais sans sourire. L'heure est grave, je le dis. Ce n'est pas la première fois que les Togolais haussent le ton. Je pense que nos gouvernants nous suivent et ça fait longtemps que nous débattons sur les chaînes, nous discutons des problèmes du pays. Je ne sais pas s'ils sont conscients de ce que nous disons. Assure seulement des interactions avec des auditeurs sur certaines radios de la place, je pense qu'avec des études sociologiques, le gouvernement pourrait quand même savoir de quoi ont besoin certaines populations. Je me fais ici le porte-voix sans pour autant l'être formellement pour dire que je suis togolais. Et en manifestation, c'est parce que vous avez des choses à l'intérieur que vous voulez exprimer. La vie est chère au Togo. La vie, elle est chère. Je pense que si la redistribution des biens du pays était vraiment bien faite, aujourd'hui, on n'en serait pas ici avec la hausse des prix un peu partout. On me dira, oui, c'est une conjoncture un peu mondiale, mais nous avons quand même des ressources qui pourraient nous aider. On a des restrictions de liberté. Même en Amérique, on manifeste devant la Maison-Blanche. On va prendre des photos devant la Maison-Blanche. Ici, on sort des lois pour vous restreindre. Vous ne manifesterez pas, vous ne passerez pas sur certains artères, à certains endroits, etc. Tout ça, les populations en a ras-le-bol. Je pense bien, je n'ai pas encore terminé, nous avons les prisonniers d'opinion. Tout ça, c'est comme de l'air qu'on compresse. On a des prisonniers d'opinion qui sont là. Comme ils m'ont appelé prisonniers politiques, certains ne veulent pas entendre parler. Le président de la République d'alors, je parle de la 4e République, Faure Gnassingbé, avait eu à dire à ses ministres d'être plus proches des populations. Et le mot ministre veut dire serviteur. Et quand on est plus proche des populations, il y a certains langages qu'on ne tient pas. Chaque département devait quand même être proche des populations. C'est comme, ça semble comme si certains sont sur les nuages et regardent les gens d'en bas. Les partis politiques ont plusieurs fois appelé le gouvernement. À quoi sert maintenant le CPC? Si le CPC est là-bas et que les choses se passent actuellement et qu'on ne peut pas convoquer une réunion d'urgence et parler de la crise politique. Alors, oui, terminez et répondez clairement à ma question. Oui, les choses que les gens revendiquent, je suis en train de les citer. Nous avons la vie chère qui est là. Okay. Nous avons la vie chère qui est là. La restriction des libertés qui est là. Les prisonniers d'opinion qui sont là-bas. On a la proximité et l'écoute des dirigeants avec des dirigés ou bien les populations. Nous avons des langages incendiaires de certains détenteurs de pouvoir dans certains endroits. Et nous avons aussi le danger des milices qui sont là actuellement. Cela se sentait depuis 2017. Je n'apprends rien à personne, nous sommes tous au Togo et cela est sorti encore. Et il vous en souvient que le professeur Olukomi a sorti une adresse à l'endroit du PCM, ou bien c'est devenu PCR, je ne sais plus, pour... Du PC. Ah, d'abord, ok. La constitution dit PC, après on dit PCM, après on dit PCR. Donc, je suis toujours dans l'essentiel pour dire que le Togolais a chaud et a mal au cœur. Il faut que les dirigeants écoutent. Et je suis sûr qu'ils écoutent. Et quand on écoute, on ne répond pas avec, je vais dire, de l'attaque. Il faut quand même que les premiers dirigeants puissent sortir et parler. Aux États-Unis, quand il y a certaines choses, parce que c'est fédéralisé, les gouverneurs prennent la parole. Et
au plus grand des cas, le président de la République prend la parole. Mais ici, on a deux têtes. Le président de la République qui a disparu, le président du Conseil des ministres ou bien de la République, PC, on ne l'entend pas sur cette situation qui est là actuellement. Je pense que le Togolais a ras-le-bol de certaines gestions de la République qu'on est en train de décrire depuis longtemps et il faudrait qu'on les écoute. Ce n'est pas le moment de réprimer, mais il faut écouter les gens. Et il faut convoquer une réunion d'urgence au CPC, même si certains disent que ce n'est pas un cadre où il faut rester, c'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu rester au CPC. Il faut que le CPC soit convoqué pour qu'on en parle là-bas. Merci beaucoup à vous, Donatien. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Donatien. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Donatien pour nous dire ce qu'il pense de ces revendications. Oui, je pense qu'à ce stade, il serait très difficile de pouvoir énumérer clairement les revendications de ceux qui appellent donc à ces manifestations-là. Au début, c'est vrai que à l'entame, comme je l'ai dit, de ces manifestations, c'était la question d'Amron qui se posait. Et je pense, lors de mon passage ici, je l'avais dit, étant donné que Amron était libéré même à la veille de cette nouvelle manifestation, on se posait la question de savoir l'opportunité que revêt encore ces manifestations. Mais n'oubliez pas également que ceux qui appellent naturellement les premiers organisateurs sont sur les réseaux sociaux. Il y avait eu d'autres incidences liées donc à d'autres revendications qu'on ne saurait pas capitaliser. Mais la grande question, étant donné que l'opposition a porté main forte à ces manifestations-là, est-ce que l'opposition elle-même a un agenda lié donc à certaines revendications? On parle de ras-le-bol généralisé, etc. Mais cela ne permet pas, en tout cas, de pouvoir toucher du doigt une réalité prescriptible où on peut définir comme étant des motifs réels de revendication. Mais ce qui est sûr, nous savons que peut-être même si peut-être en tout cas au premier jour pour ne pas revenir sur un certain nombre de bilans, de toutes les façons nous avons constaté qu'il y avait eu une morosité. En tout cas en ce qui concerne la capitale, nous qui avions fait le tour pour constater un peu ce qui est fait, il y avait une grande morosité. Donc ça vous a dit quelque part que on pourrait peut-être capitaliser. En tout cas ce premier jour-là peut-être à l'avantage de ceux qui ont appelé, je n'en sais rien, mais est-ce que c'est justement pour éviter à ce que lorsqu'il y aura éventuellement des dérapages pour que l'on ne soit pas victime, personne ne saurait le dire. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas passer inaperçu au Togo sans dire qu'il y a eu quand même des actes liés donc à ces manifestations et il y a eu également des incidents. Puisque nous avons vu, tout le monde l'a vu, des boutiques sont fermées, etc. Et comme je l'ai dit, une ville totalement morose, ça voudrait dire que l'économie n'a pas fonctionné. Donc quelque part, à partir du moment où... les gens pour que finalement l'économie ne fonctionne. C'est ce que je dis. Il est très difficile qu'à ce stade, je l'ai dit, parlant donc du sujet d'Amron, après tout, il parle d'un ras-le-bol généralisé. C'est ce qui peut être l'élément factuel qu'on peut aujourd'hui tenir sous la main pour justifier quelque chose. Et donc je pense que n'eût été ça, puisque de toute façon, sa libération, de mon point de vue, était liée également à cela. Puisque... Si c'était ça, pourquoi sa libération, on n'a pas finalement c'est toute la question. Posé l'annulation de ces manifestations. Oui, je l'ai dit, c'est une surprise. Mais au-delà de ça, à qui profite donc cette surprise à partir du moment où nous n'avons pas de signataire légal en ce qui concerne ces manifestations? Je comptais revenir en tout cas sur cette question tout à l'heure si on a encore un peu plus de temps. Eric Johnson, on s'interroge. Que réclament réellement les manifestants au Togo? Alors, il faut écouter un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour avoir une idée des revendications de nos compatriotes. D'abord, tout vient de là, de l'extérieur. La diaspora dit les Togolais ont faim. Alors, on parle de la situation sociale et économique pour commencer des revendications au-delà de ce qui a provoqué cette ordre de voix sur les toiles. Donc, arrestation d'Amron, on a demandé sa libération. On dit les Togolais ont faim.
On dit il y a la 5e République qui a été installée de manière pas trop catholique pour ceux qui en parlent. Et donc, il y a également, quelque part, il y a quelques jours, des partis politiques qui sont mêlés de cette histoire-là en parlant de l'organisation d'élections avec la CENI, qui devait être recomposée, mais qui a été reconduite, etc. Donc, de façon globale, les Togolais réclament une meilleure situation sociale, économique et politique. Maintenant, quand nous prenons un peu la façon dont les choses se passent, c'est que il n'y a pas en réalité un interlocuteur pour toutes ces revendications-là. On fixe des dates et on dit manifestation spontanée. Je crois que quand on se donne des rendez-vous, rien n'est plus spontané. Et donc, on veut que les jeunes sortent dans la rue pour porter toutes ces revendications-là. Mais si on a des objectifs, quand les objectifs seraient atteints, alors qui serait le bon interlocuteur? Et donc, moi, je me dis, hier, la journée d'hier, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des échauffourées dans 5 ou 6 quartiers. Et dans les autres quartiers de la ville de Lomé, il n'y a pas eu grand-chose. Toutefois, les boutiques étaient fermées et dans l'administration, tout le monde n'était pas au rendez-vous du travail, et donc l'un dans l'autre, il y a eu quand même quelque chose pour dire aux dirigeants que la population réclame quelque chose. Alors, j'en viens à ce que le ministre Bawara a dit dans son interview sur New World. J'estime que au-delà des aspects politiques, c'est un politicien, c'est un membre du gouvernement qui doit quand même porter une voix du gouvernement. Mais je retiens tout simplement quand même que le ministre Bawara ait pu dire que s'il y a des choses qui sont mal faites, nous pourrons quand même nous asseoir, discuter et trouver des voies et moyens pour que cela soit corrigé. C'est cette phrase-là que je retiens dans tout ce qui a été dit. Oui, et des gens peuvent qualifier ces propos d'incendiaire, de tout, mais il faut retenir ce qui est bien pour un apaisement dans ce pays. Je crois que personne ne veut que ça s'embrase, personne ne veut que le pays soit complètement à terre, mais il faut, comme l'a dit le ministre Bawara, que le gouverneur écoute quand même les populations et quand même qu'il essaie d'apporter des solutions idoines à certaines revendications, à toutes les revendications qui sont possibles à régler. Et donc, je retiens de façon un peu, enfin c'est mon analyse personnelle, que les populations ont des revendications sociales, d'ordre social, économique et politique. Alors, je reviens à vous, oui. Donatien. Vous disiez... J'en ai dans la gorge. Mais ça est très précis, si. Puisque le temps qui nous reste n'est pas assez long. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut discuter ou bien comporter des types de revendications
vu ces revendications que vous venez d'énumérer, comment procède-t-on? Si on veut discuter, on discute avec qui? Parce que Eric le disait, quand le ministre avait pris la parole, il a noté cette complexité de la situation. On ne sait pas clairement avec qui discuter. Vous proposez qu'on en parle au CPC. Est-ce les acteurs politiques qui ont porté le problème? Est-ce qu'ils ils seront vraiment représentatifs de ceux qui manifestent? Est-ce que si on discute avec les acteurs politiques, vous pensez que les manifestants vont se calmer? S'ils viennent donner un message, vous pensez qu'ils seront écoutés par les manifestants? Merci beaucoup. Les partis politiques représentent des parties de la population. J'aimerais rebondir en quelques secondes sur la partie où mon grand frère Johnson parlait du ministre Bahara, qui aurait dit que s'il y a quelque chose, il faut qu'on se... Combien de fois les partis politiques n'ont pas interpellé le gouvernement, qui a semblé faire la sourde oreille? Combien de fois on n'a pas interpellé? Dans les émissions, nos devoirs ici, c'est toujours de porter les voix des populations qui ne peuvent pas tous venir s'exprimer ici. Combien de fois est-ce qu'ils ont montré cette bonne foi d'écoute? Depuis 2019 que la décentralisation a été faite, est-ce qu'on a une fois fait une assise avec les conseillers municipaux? Une assise générale, on peut le dire, pour ne pas avoir toutes les 1000 et quelques. Je voudrais vous pointer du doigt que... Vous ne posez pas un autre problème? Non, ce n'est pas notre problème. C'est que les populations ont toujours exprimé... Ils ont voulu qu'on discute avec les conseillers municipaux? Les populations ne peuvent pas venir... C'est depuis les agoras, vous savez, depuis la Grèce antique, il y a toujours des représentants d'un groupe. On a toujours voulu que le gouvernement écoute ceux qui représentent une partie de la population. On a les corps constitués en termes de... On a les religions, on a les syndicats, etc. Pourquoi ne pas faire une bis repetita de la conférence nationale souveraine, juste pour une journée de concertation? On avait ici dit le truc sur la santé, état généraux de la santé, c'est là. État généraux sur l'éducation, c'est là-bas. Ça fait des années. Combien de fois les partis politiques n'ont pas de la presse? Vous avez fait quelque chose un peu à Palimé, hein? Vous avez fait quelque chose. Pour juste dire que les populations ont toujours élevé leur voix, mais on ne les a pas entendues. Mais ici, le cadre idéal qui peut être utilisé, c'est le CPC, où on va quand même parler de ces revendications. Et Emmanuel Macron a eu à demander à faire son mea culpa sur l'Assemblée nationale qu'il a eu à dissoudre. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas dire ici que la 5e République, on l'a fait à la va-vite? Ok, on peut revoir ça. Merci, on peut le faire. Merci beaucoup à vous, Donatien Ouessant. Je rappelle que le CPC continue toujours ses travaux et que peut-être très prochainement, on aura une autre réunion du CPC. Voilà. Je ne sais pas trop. Non, Eric Johnson, je oui. veux juste réagir par rapport à ce que vient de dire Donatien. Oui, c'est vrai, il y a eu plusieurs dialogues, 29 dialogues, mais cela n'empêche pas de toujours continuer par dialoguer. Ah oui. Parce que vous savez, j'ai apprécié depuis un certain temps ce qui se passe effectivement au CPC. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des revendications qui ont été portées par des partis politiques au CPC et qui ont pu trouver des solutions, même si ce n'est pas la totalité, parce que chaque parti politique... Oui, continuez. Parce que chaque parti politique essaie quand même de porter, comme tu l'as dit, des revendications d'une frange de la population. Et donc, quand vous y arrivez, vous posez le problème, vous discutez. UNIR, qui est le parti au pouvoir, a quand même son agenda. Mais quand on discute autour des situations, des problèmes qui sont posés de façon un peu plus intelligente, je crois qu'il y a toujours une solution qu'on trouve. C'est important. J'appuie ce qu'il dit, discuter au CPC, mais je crois qu'il faut toujours continuer par dialoguer. Merci beaucoup. À vous, Eric.
Adam Adjonou, avec pense... qui discuter, sur quoi discuter, puisque vous avez dit que c'est difficile de savoir à l'heure actuelle les revendications. Ouais. Donc vous savez, moi je pense que le CPC est une option à partir du moment où les partis politiques, ou en tout cas certains d'entre eux, ont porté main forte à ces appels à manifestation. Ça voudrait dire quand même qu'il y a le politique qui se glisse lentement, mais avec précaution dans cette lutte-là. Mais au-delà de ça, lorsque Erika essaie d'énumérer un certain nombre de revendications pris pêle-mêle, je pense que lorsque vous prenez ces revendications, il y a également des acteurs de la société civile qui ne sont pas loin de ces revendications-là, étant donné que cela concerne les Togolais. Est-ce qu'il ne faudrait pas que même si ces acteurs ou ces forces vives de la nation qui se regroupent dans des conglomérats, etc., puissent donc être convoqués? Ouais. Vous savez, lorsqu'on parle, le caractère surtout spontané d'une manifestation se définit par sa spontanéité. Et je pense qu'à partir du moment où nous n'avons pas eu spontanéité, il y a eu un recadrage, il y a eu une organisation. Ça voudrait dire quelque part qu'il n'y a pas ça, des gens derrière ou des structures derrière, sans toucher, en tout cas, ces acteurs-là qui sont hors du pays. Est-ce qu'on ne serait pas opportun de pouvoir donc sélectionner un certain nombre, en tout cas d'acteurs de la société civile, qui peuvent porter ces revendications, puisque ce ne sont pas des revendications anodines, ça revient très souvent. Donc je pense qu'à partir du moment, l'essentiel, c'est ce que on puisse trouver des solutions qui puissent être à l'entendement de tous les Togolais. Je pense que ça passera. Mais au-delà de tout, lorsque vous voyez ces acteurs-là, pour éviter est-ce qu'il ne serait pas opportun d'appeler le gouvernement à une souplesse pour faire en sorte que ceux qui sont hors du pays, pour des motifs peut-être politiques, etc., qui puissent avoir une souplesse pour que ceux-là puissent rentrer, serait encore mieux, pour éviter en tout cas que tout aille partout, dans toutes les directions. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regards croisés, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reste avec vous, Adam Adjonou. Oui, mes mots de fin, je les adresse à tous ces candidats-là qui composent demain, parce que lorsqu'on parle de la paix, il y a la question de sécurité également qui passe par là, et il passe le concours des sous-officiers demain samedi. Et je pense que ces manifestations-là ne vont pas freiner ce élan. Et donc moi, je leur dis bonne chance et que les meilleurs et que l'effectif soit conséquent pour le bonheur des Togolais. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjonou, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Donatien Awesso, vos mots de fin. Mot de fin, je demande au peuple togolais un discernement, en commençant par le plus haut, le sommet de l'État. Quand il y a des frustrations et quand les gens s'expriment, il faut les écouter et y remédier, et non chercher des artifices pour les réprimer. Et ici, il ne faut pas chercher à étouffer la fumée. Aux populations, je nous appelle à sortir massivement pour exprimer notre approbation ou désapprobation dans les urnes le 17 juillet à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Donatien Awesso. Vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Eric Johnson, vos mots de fin. Alors, je voudrais revenir sur les manifestations qui se déroulent dans notre pays depuis hier. Je voudrais en appeler au sens de responsabilité et de civisme de tout un chacun. Oui, nous sommes tous d'accord qu'il y a des revendications qui nous concernent tous, mais je crois que si nous y allons de façon plus intelligente, je crois que nous arriverons quand même à trouver des solutions. Que ce pays-là est notre patrimoine et que chacun essaie de faire en sorte que tout ne se gâte. Et il faut que ce que nous avons, le peu que nous avons,
quand même soit préservé et que tout se déroule dans l'ordre. Je demande aux forces de sécurité et de défense, oui, qui sont en train de protéger ceux-là qui ne participent pas à ces manifestations, de ne pas aller au-delà des consignes qui leur sont données par leurs supérieurs. Et je voudrais que tout cela se passe dans une ambiance bon enfant et que les gouvernants quand même écoutent la voix des populations et que tout se déroule très bien dans ce pays. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Cleston Pinyang à la réalisation, à Florent Ekwe, Prudence Makouvi à la diffusion, à Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de tous les numéros de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.